Quelle place pour les musulmans en France? Où en est la promesse d'un islam français? Certains quartiers sont-ils perdus pour la République? On en parle avec les invités du Grand Angle. Deux invités, bonjour à tous les deux, Naïma Mfadel et Olivier Roy, bonjour. Bonjour. Alors vous publiez ensemble donc au Seuil et tout ça devrait faire d'excellents Français, dialogue sur les quartiers. Alors Naïma Mfadel, vous êtes né au Maroc, vous vivez en France depuis l'âge de 8 ans. Alors rapidement votre famille s'est installée à Dreux, dans l'Eure-et-Loire, c'est à l'ouest de Paris, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous racontez au début du livre votre vie d'enfant et d'adolescente dans le quartier de la Croix-Thiénac. On va en parler dans un instant. Et puis vous allez devenir animatrice socioculturelle et puis adjointe au maire de Dreux et ensuite déléguée de la préfète des Yvelines à Mantes-la-Jolie. Et puis Olivier Roy, vous êtes en France sans doute l'un des meilleurs spécialistes de l'islam politique. Il y a quelques années, vous avez participé, quelques décennies, on va dire, vous avez participé à la guerre contre les soviétiques en Afghanistan. Coïncidence, vous avez été professeur de philosophie à Dreux et vous vivez toujours à Dreux d'ailleurs. Vous avez beaucoup voyagé au cours de votre vie, pas seulement en Afghanistan, mais aussi en Turquie, en Iran, au Pakistan, au Yémen notamment. Vous avez consacré votre vie, on peut le dire, à étudier sur le terrain la relation entre religion et politique, entre islam et politique. Je signale votre avant-dernier livre, il s'intitule « Le djihad et la mort », publié au Seuil en 2016. Alors, même question à tous les deux, qu'est-ce qui vous a décidé l'un et l'autre à dialoguer dans ce livre? On va commencer par vous, Madame Mfadel. En fait, moi, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que je travaille sur toutes les questions qui concernent les quartiers populaires, puisque j'ai commencé à Dreux, ensuite à Trappes et aujourd'hui sur la ville de Mantes-la-Jolie, où je suis déléguée du préfet des Yvelines et j'ai en charge le Val-Fouret, sur toutes les questions, les dispositifs de l'État. Et c'est vrai qu'il y a à peu près 2 ans environ, je me questionnais sur l'état aujourd'hui des quartiers, de ces 30 ans de politique de la ville, et je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, les conditions s'aggravent et qu'il y a aussi un problème de cohésion nationale entre mes concitoyens. Et vous, Olivier Roy? Alors, je travaillais évidemment sur les questions d'immigration à Dreux, de retour de l'islam, des nouvelles formes que ça prend. Et puis, on en parlait avec Naïma, parce qu'on se connaissait, on est quasiment voisins. Bon, on en parlait. Puis un jour, Naïma m'a parlé de son projet de raconter sa vie comme exemple. Et elle me parlait aussi de son travail. Et moi, je lui ai dit, faut mêler les deux. À la fois la trajectoire personnelle et l'expérience professionnelle. Alors justement, le livre commence par votre histoire personnelle, je disais, de jeune fille dans les banlieues en France, dans les années 70, 80. On a l'impression que c'est une vie sans problème, presque idyllique. Bah écoutez, ce que je témoigne, c'est d'une vie en province. Bien évidemment, si vous allez sur d'autres régions de France, peut-être que ce ne serait pas la même chose. Mais en tout cas, la majorité des personnes issues de l'immigration ont vécu cette installation paisible et apaisée, où l'intégration se faisait d'une manière, se déroulait d'une manière paisible. Ouais. Vous parlez de cette double appartenance qui n'avait pas de mal à suivre. On fêtait Noël et on faisait le Ramadan sans problème. Oui, alors c'est vrai que les quartiers, il y avait une mixité sociale et culturelle, puisque moi, sur la Croix-Thiénac, il y avait l'enfant de l'infirmière, mes amis infirmières, le fonctionnaire, l'enseignant, et on vivait dans un quartier, un parc social, dans un quartier, mais il y avait vraiment cette mixité sociale et culturelle et on se côtoyait. Ouais. Et de plus en plus, en fait, cette mixité sociale et culturelle, elle a disparu. Et paradoxalement, à cause de la politique de la ville, menée par des gouvernements de gauche ou de droite d'ailleurs. En tout cas, ça s'est fait en même temps que la politique de la ville. C'est au début des années 80 où les quartiers ont commencé à cesser d'être mixtes. Et puis on a eu cette espèce de polarisation avec des quartiers composés d'une majorité de population issue de l'immigration, d'autres quartiers pas du tout mélangés, etc. Et les autorités ont pris conscience assez rapidement qu'il y avait un problème et ont mis en place la politique de la ville. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'avec les meilleures intentions du monde, cette politique de la ville a plutôt aggravé la situation dans les quartiers plutôt que l'améliorer. En fait, elle a créé des ghettos, elle a aggravé la ségrégation. Alors, qui parle de politique de la ville, on parle de politique des quartiers, en fait, clairement. Et cette politique de la ville, comme elle n'intervenait que sur les quartiers, comme les dispositifs n'intervenaient que pour les associations de quartier, les habitants de quartier que pour le quartier, on a fini par conforter un entre-soi. Et on a fini, en fait, par faire en sorte que les gens vivent en vase clos. Ouais. Et du coup, quelles étaient les possibilités que ces habitants-là rencontrent l'autre et que se joue aussi l'altérité. Quand vous imaginez que les services sociaux, par exemple, on a mis des services sociaux dans les quartiers, je vois sur ma ville de Dreux, 7 mairies de quartier, pour une ville de 30 000 habitants, 7 postes.
les centres de loisirs de proximité. Tout ça n'a fait que une espèce de millefeuille. Ouais, on s'est trop occupé de l'habitat, des bâtiments, j'allais dire, et pas assez du social, du vécu des gens. Alors au début, on a joué essentiellement sur l'urbanisme, avec une politique indirecte de regroupement. C'est-à-dire les HLM, par exemple, pas du tout par racisme ni par méchanceté, mais enfin favoriser le fait que de mettre les familles originaires d'un même village marocain dans la même cage d'escalier, en se disant qu'il y aura moins de tensions, qu'ils régleront leurs problèmes entre eux, etc. Et cette politique de l'habitat et de l'urbanisme, oui, a exagéré la concentration. Ouais. Mais après, ça s'est doublé d'une politique de l'emploi. Et j'allais dire de recrutement de ce qu'on a appelé les grands frères, qu'on renvoie dans les quartiers d'où ils voulaient peut-être partir, pour gérer l'absence de l'État. Alors quand on parle des quartiers, quand on pense aux quartiers aujourd'hui en France, en tout cas, on pense souvent communautarisme. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot en France? Et est-ce que dans cette France qui se veut laïque et républicaine, et quelle est la responsabilité des politiques par rapport à ce communautarisme, Olivier Roy? Il y a deux choses différentes. Il y a l'islamisation autour des mosquées, qui est un phénomène assez réel, mais qui ne recouvre pas l'ensemble du quartier. Vous avez des gens qui ont repris des pratiques religieuses et sont mis un peu faire pression sur d'autres pour qu'ils observent au moins en apparence les pratiques religieuses. Mais vous avez une autre dimension qui est ce qu'on appelle le clientélisme, en gros. C'est-à-dire que les mairies, là encore, avec les meilleures intentions du monde, passent par des intermédiaires locaux qui vont faire comme s'ils étaient, dans le fond, les nouveaux notables de ces quartiers-là et qui vont s'ériger en intermédiaire incontournable entre les gens du quartier et l'État. Alors que les gens du quartier, dans le fond, souvent préféraient avoir directement affaire à l'État que passer par des intermédiaires. On peut parler de repli communautaire dans certains quartiers? Moi, je parle souvent d'un communautarisme de fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une politique de cloisonnement et que les quartiers, en fait, deviennent parce que c'est aussi l'habitat social ciblé, notamment les personnes qui avaient des revenus modestes. Vous prenez des personnes issues de l'immigration. Petit à petit, ces personnes-là vont se retrouver qu'entre elles. Donc forcément, il y a des mécanismes aussi qui vont se mettre en place où on renoue même avec les traditions, avec effectivement une réislamisation, etc. Ouais. Donc c'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, la politique de la ville aurait dû être pensée, par exemple, sur une ville pour désenclaver, pour ouvrir et faire en sorte que les citoyens se rencontrent, qu'il y ait cette mixité sociale et culturelle. Alors vous parlez dans votre livre, ça revient très souvent, de la place centrale de la femme, le rôle que la femme joue dans ces sociétés, dans ces quartiers. Au début du livre, d'ailleurs, vous dites que être femme et musulmane, c'est un fardeau. C'est un mot qui revient plusieurs fois déjà du temps de votre jeunesse. Bah écoutez, on est élevé dans les traditions, les traditions qui font que, effectivement, être une femme, vaut mieux être un homme, parce qu'on sait très bien que quand on est un homme, ma mère disait, quand on est un homme, on peut tout faire. Ouais. Voilà, on peut être excusé de tout ce qu'on peut faire, mais quand on est une femme, malheureusement, on porte aussi le poids du patriarcat. Mais la place qui est réservée aujourd'hui à la femme, ça mesure bien la situation, j'allais dire, du communautarisme dans certains quartiers. C'est ça qui est un peu le marqueur? Je ne suis pas vraiment sûr. Ce qu'on voit chez beaucoup de filles, c'est une espèce de double vie. La vie dans le quartier proprement dit, où elles respectent ce qu'on leur demande, et puis très souvent, une vie ailleurs, une vie... Et puis, les filles jouent plus, c'est bien connu, les études, par exemple. On a tout le problème des garçons qui sont les jeunes coqs dans leur quartier, qui réussissent moins bien leurs études, qui voient leurs sœurs les doubler dans l'ascension sociale et qui, du coup, cultivent un ressentiment qu'ils vont reporter sur d'autres femmes. Est-ce qu'on peut dire que l'islam qui est pratiqué dans ces quartiers, dans ces banlieues, est différent de l'islam qui est pratiqué ailleurs en France? Est-ce qu'il y a un islam spécifique des banlieues? Je crois qu'il y a un phénomène la social, c'est-à-dire que les classes moyennes musulmanes qui se développent, qui sont en extension aujourd'hui, elles sont dans des contextes urbains beaucoup plus mixtes. Donc elles ne sont pas autour d'une mosquée. L'islam ne joue pas du tout le même rôle dans leurs relations sociales. Tandis que dans les quartiers, dans cette espèce de désertification des relations humaines, l'islam va jouer un rôle beaucoup plus important, la socialisation. Et puis il y a un autre problème qui est tout bête, c'est que être imam, c'est mal payé, c'est un métier d'immigré, si je peux dire.
dire. Donc les imams d'aujourd'hui, ils viennent du Maroc, ils viennent de la Tunisie. Oui, c'est très souvent un islam importé, on peut dire. Oui. Des imams importés. Et un islam pas du tout intellectuel, pas du tout réfléchi, qui est pas du tout forcément radical, hein, c'est pas forcément ça, mais qui est pas du tout adapté aux seconde et troisième générations. Ouais. C'est un problème, cet islam importé, comme je disais. Ah oui, c'est un problème parce qu'on est français, on a envie d'avoir des imams français et puis qui puissent parler notre langue. Ouais. Aujourd'hui, on a certains imams qui ne maîtrisent absolument pas le français. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'un islam dans un contexte franco-français aussi, en phase avec la République. On en parle beaucoup de l'islam de France ou l'islam français. On n'y arrive pas, Olivier Roy, ou c'est difficile en tout cas? Parce qu'on prend ça par le mauvais bout. Le mauvais bout, c'est la théologie. Alors on dit, voilà, il faut faire une réforme de l'islam. Bon, une réforme théologique, ça se fait pas du jour au lendemain. Et il y a que des théologiens musulmans qui peuvent faire une réforme théologique. Donc il faut déjà l'apparition, de catégories d'intellectuels, de philosophes, de penseurs. Ils existent. Oui. Donc c'est la théologie, mais c'est aussi les hommes. Et oui, et je dirais c'est plutôt de l'humain dont on manque aujourd'hui. C'est pas de la théologie. Alors vous posez une question, à mon avis, fondamentale à la fin du livre. Est-ce qu'on peut concilier l'intégration avec le respect de son passé? C'est un peu l'enjeu qui se passe aujourd'hui dans les quartiers, dans les banlieues en France. Moi, ce que je peux constater, c'est que les habitants des quartiers populaires ont envie de République, ont envie de France. Et c'est pour ça Vous diriez que tous ont envie de France? Sincèrement, ils ont envie de France, mais bien sûr, certains n'ont pas envie de France, mais ils prennent en otage les autres. Aujourd'hui, la majorité a envie de France, aime ce pays. Mais aujourd'hui, on a mis en place un système, une politique qui fait qu'ils vivent, encore une fois, à part. Mais il faut aujourd'hui complètement intégrer ces quartiers dans comment dirais-je, au niveau d'une ville, dans la globalité. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut plus la politique de la ville, de zonage. Il faut absolument arrêter avec cette politique-là qui a conduit à un échec. Les dispositifs spécifiques, il faut des dispositifs qui s'appuient sur l'humain, les besoins des individus, en fonction des besoins, et donc du coup, tous les individus français qui ont des besoins. Et sur les quartiers, il faut absolument travailler à une gentrification afin de casser cet entre-soi. Une sorte d'embourgeoisement, faire venir d'autres populations. Voilà, donc c'est ce que on propose dans le livre. Je prends un exemple, par exemple les écoles de quartier. Est-ce que vous savez qu'un enfant peut faire toute sa scolarité, de la maternelle jusqu'au collège, parfois jusqu'au lycée, sans sortir du quartier? À quel moment il rencontre l'autre qui doit lui ressembler normalement, ou qui ait cette altérité? C'est difficile. Donc je propose clairement qu'on supprime les écoles de quartier, qu'on en construise plutôt en centre-ville, ou dans d'autres endroits pour que nos enfants puissent vivre ensemble leur scolarité pour être des citoyens. Et qu'il y ait une vraie mixité dans ces écoles. Voilà, et dans ces établissements scolaires qui seraient vides, permettre qu'il y ait des start-up qui viennent s'installer, qu'il y ait des résidences d'artistes. Et du coup, vous ramenez notre population et vous, petit à petit, vous transformez le quartier et vous le valorisez. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas vouloir faire une mixité sur des quartiers qui sont stigmatisés. En 2 mots, Olivier Roy, une intégration dans ces quartiers, c'est possible? C'est un mot qui a encore du sens aujourd'hui? Oui, mais ça suppose une circulation des individus, des idées, etc. Et pas un renfermement même avec de l'argent. Merci beaucoup. Pour poursuivre ce débat, je renvoie à ce livre passionnant. Tout ça devrait faire d'excellents Français. Dialogue, donc, comme vous venez de le faire sur les quartiers des banlieues françaises, même si on n'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'est l'expression consacrée. Voilà, c'est aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux d'être venus en parler dans 64 minutes.